Bon, le cervelet, ce qui est intéressant, des choses qu'il faut dire, c'est que c'est un peu comme un cerveau miniature à l'intérieur du cerveau qui est composé de différentes parties qui nous fait vraiment penser au cortex cérébral. Donc, il y a trois parties au cervelet. Il y a la partie qui gère plus l'équilibre, donc le vestibulo-cervelet, qui est la plus primitive aussi, parce que si on n'a pas d'équilibre, après ça, des fonctions évoluées, ça ne vaut pas la peine. Ouais, donc ça devient compliqué. C'est que, ouais, c'est ça exactement, de réfléchir à ce qu'on va faire avec notre vie quand on est en train de tomber sur le cul. On essaie de ne pas tomber sur le cul pendant ce temps-là, et après ça, on réfléchit à ce qu'on veut faire avec notre vie. Donc, le vestibulo-cervelet, c'est vraiment au cœur de la réponse de survie. Donc, évidemment, si ça ne fonctionne pas bien, est-ce qu'on peut pas avoir plus d'anxiété ou de difficulté de gérer la peur? Probablement, parce que si une des peurs qu'on a, si c'est pas la plus importante, c'est la peur de tomber, et bien, si la connexion entre l'oreille interne, le vestibulo-cervelet, puis les muscles pour l'équilibre ne fonctionnent pas bien, s'il y a un manque d'intégrité dans ce réseau-là, eh bien, probablement qu'on trouve tout un peu plus épeurant que ça l'est vraiment, parce qu'on a même peur, nous, à la limite, de ne pas trop bien survivre. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie du cervelet qui est intéressante, c'est le spinocervelet, donc c'est la partie centrale, et c'est elle qui reçoit les informations des muscles posturaux. Parce qu'on dit que le cervelet sert pour la posture, oui, mais quelle partie? Ben, c'est celle-là. Et... Juste une précision, peut-être les muscles posturaux, mais on expliquait ce que oui. c'est. Ben, c'est les muscles qui nous tiennent debout, donc c'est ceux qui sont plus proches du centre du corps, tandis que les muscles qui ne seraient pas posturaux, c'est plus les muscles pour le mouvement. Donc, règle générale, plus on s'en va vers les mains puis les pieds, moins c'est des muscles posturaux parce qu'il n'y a pas vraiment de délimitation là, très claire et précise. Mais plus on se rapproche du centre du corps, plus c'est des muscles posturaux. Donc, les extensions de la colonne, par exemple, ils ont un rôle phasique pour, par exemple, soulever des charges. Ils ont aussi un rôle postural de par leur innervation. C'est la même chose pour les muscles qui sont situés sur la colonne. Donc, les petits muscles entre les épineuses ou les transverses, ça, c'est vraiment le classique des muscles posturaux parce qu'ils créent très, très peu de mouvement, mais ils sont beaucoup plus pour la stabilité. Donc, c'est un peu la façon de le voir. Alors, le spinocervelet, ben, c'est ça, spino, spine, il répond beaucoup aux muscles de posture. Et les muscles de posture qui sont en fait situés sur la colonne sont ceux qui activent le cerveau le plus. Et de ces muscles-là, ceux qui le font encore plus, c'est ceux au niveau de la nuque. Alors, ils sont super riches en propriocepteurs. Et les propriocepteurs, c'est vraiment les ondes sensorielles du muscle qui disent au cerveau « j'existe, j'existe ». Donc, par le fait même, le cerveau, ben, il est meilleur pour les contrôler parce qu'il y a un échange un peu plus fort qui se fait entre le muscle et le cerveau quand ils sont riches de propriocepteurs. Après ça, on a ce qui nous intéresse peut-être plus dans le sujet qu'on veut discuter, qui est le cérébro-cervelet. Donc, c'est les parties plus latérales et d'un point de vue neuroévolution, plus quelque chose est latéral dans le cerveau, plus c'est récent et plus c'est pour des fonctions évoluées. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les études les plus récentes disent que jusqu'à maintenant, on considérait que le cervelet, c'était vraiment pour la motricité. Donc, coordination, équilibre, établir un rythme. Et on s'est rendu compte finalement que oui, tout ça c'était vrai, mais que le pourcentage relatif était beaucoup plus petit qu'on pensait. On pensait que c'était à 100% ça le cervelet. Quand on s'est rendu compte, et peut-être même de par de ce qui se passe en clinique, c'est-à-dire que les gens qui gagnent de la coordination, du rythme et de l'agilité, ben, ils gagnaient des fonctions cognitives et peut-être qu'à la limite, ils étaient en meilleure santé. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que c'est peut-être jusqu'à 80% des projections du cervelet qui sont non motrices. Donc, ces ondes-là qui vont être stimulées, en fait, elles sont surtout dans la partie la plus antérieure du cerveau, qui est le cortex préfrontal. Et pour des ondes où on a, par exemple, la mémoire de travail, la gestion de soi, le respect des règles, alors tout ce qui est très là, behavioral, mais aussi ce qui est beaucoup cognitif. Donc, la planification, la gestion du temps, l'idée de compléter des projets. Donc, ces deux types de zones du préfrontal, en fait, elles sont activées par le cervelet. Et le préfrontal, c'est aussi tout ce qui est motivation. Alors, par exemple, avant même de faire un geste, donc on va au gym, on s'entraîne, ben, ta séquence pour activer un muscle, elle est en fait super simple. Ça commence avec l'idée de vouloir bouger. Mais si tu n'as pas l'idée de bouger, tu ne bougeras pas, même si ton muscle il est capable. Donc, ta capacité à même penser à bouger, eh bien, elle vient du préfrontal. Ton préfrontal, il se fait allumer entre autres par le cervelet. Donc, si tu as un déséquilibre de posture ou un déséquilibre un peu plus systémique, déjà ton cervelet ne reçoit pas une bonne information. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Donc, ton cervelet qui n'a pas reçu la bonne information, ben, quand il projette sur les ondes plus antérieures, c'est pas top. Puis quand c'est pas top, ça s'allume pas comme ça devrait. Donc après ça, on dit aux gens qui sont un peu paresseux. C'est peut-être vrai, mais ce qui est peut-être surtout vrai aussi, c'est qu'ils le sont peut-être parce qu'ils n'ont pas
ils n'ont pas câblé le système qui leur permet de se motiver de façon intrinsèque, parce qu'on sait qu'il y a la motivation extrinsèque puis intrinsèque. Puis extrinsèque, c'est un peu comme Tony Robbins. Puis j'adore Tony Robbins. Sauf que ce que j'aime moins, c'est qu'il y a des gens qui sont dépendants de Tony Robbins. C'est-à-dire que s'ils ne regardent pas I'm Not Your Guru à tous les 3 jours, ils ont l'impression qu'ils ne vont rien faire avec leur vie. Eh oui! Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'ils se font craquer. Puis on a tous besoin de ça, puis c'est là pour une raison, puis je pense que c'est bon. Mais c'est toujours dans la dose. Ouais, tu veux pas être dépendant. Eh oui, c'est là que c'est épouvantable, un peu comme pour la méditation. Alors j'aime bien l'idée de la méditation, mais il y a des gens qui ne fonctionnent pas s'ils ne méditent pas. Et ça, je trouve ça dommage parce que je me dis, si pour fonctionner dans ta vie, il faut que tu arrêtes de vivre pour mieux vivre. Dans un contexte où on habiterait dans la jungle, on ne pourrait pas méditer. Parce que pendant qu'on fait ça, on serait bouffé. Oui, alors à ce moment-là, moi j'ai rien que pour la société actuelle dans laquelle on vit, on se dit on n'a peut-être pas le choix ou peut-être que c'est bon. Puis il y a même des études qui démontrent que tu bâtis de la matière grise dans le préfrontal. Donc je ne peux pas dire que j'aime pas parce que c'est prouvé que ça marche. Mais au-delà de quelque chose qui fonctionne, il faut se poser la question pourquoi est-ce qu'on a besoin même de le faire. C'est ça, ça fonctionne dans un système dysfonctionnel. Mais oui. Dans un système fonctionnel, ça n'aurait aucun intérêt d'exister. Exactement. Alors moi je me dis, comme on a encore quand même juste l'héritage qu'on a et cet héritage-là, si on le recule un peu, on se dit dans ces contextes-là, on n'aurait pas pu méditer. Moi mon but c'est de dire, ok, en ce moment t'aimes méditer, tu trouves ça cool, tu as des bénéfices. Je te l'enlèverai pas. Mais je veux t'amener au point où tu n'en ressens plus le besoin. C'est un peu comme pour l'étirement. L'étirement, non mais c'est vrai parce qu'il y a un résultat, sinon on ne le ferait pas. Maintenant, mon but, ça serait de t'amener à un point où tu ne ressens plus le besoin de devoir tirer sur quelque chose pour avoir un ressenti de bien-être. Oui, c'est comme si tu enlèves la tension, il n'y a plus besoin de détendre. Alors c'est ça, donc après ça, si on veut pour des effets autres, ben c'est cool parce qu'il y en a. Mais ce serait que tu veux versus avoir. En fait, c'est ça l'idée. C'est de vouloir faire quelque chose à place d'avoir de besoin de le faire. Et de plus en plus travailler dans cette direction-là. Donc, ben, le cervelet, c'est un peu ça. Donc, c'est l'organe qui va nous permettre d'accéder à ce qu'on veut. Parce qu'en fait, le cervelet, c'est la différence entre ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire. Parce que le cervelet, il va câbler le cerveau de par ce qu'il reçoit sur le système d'équilibre, de par ce qu'il reçoit sur les muscles de la posture. Il y a aussi les yeux qui convergent. Donc, tu as deux yeux qui ne bougent pas ensemble. Tu as un système d'équilibre qui n'est pas très bon parce que tu n'as jamais sauté sur le lit. Et puis, tu as une posture qui est déréglée, donc le spino-cervelet ne marche pas très bien non plus. Au final, ce que tu peux faire, ça devient beaucoup ce que tu veux faire. Et le problème, c'est que ce que tu veux faire, ça devient qu'il n'y a plus à être grand-chose parce que tu as intrinsèquement, tu le sais, pas les capacités de faire plus. Et il arrive le cas où quelqu'un a un cortex préfrontal qui est vraiment fort et qui va faire malgré tous les systèmes d'alarme. Oui. Et là, tu te blesses quasiment. Ah oui? Forcément. Ça peut être pire parce que finalement, ce qui arrive, c'est que c'est des gens qui ont des caractères qui sont très forts et c'est la preuve que tout est possible, mais il y a toujours un coût à tout. Hein? Et le but de la vie puis le but de l'être humain, en fait, c'est de minimiser les dépenses d'énergie, donc de minimiser le coût à vivre. Parce qu'il y a un coût à vivre puis on ne réussira pas à vivre éternellement. Donc, nécessairement, à un moment donné, on n'aura plus d'argent. C'est un peu ça, mais l'idée c'est à quel point est-ce que la dette elle est importante pendant qu'on vit. Et plus on fait sans voir les ressources, plus la dette elle est grande. Ce qui fait qu'à la limite peut-être qu'on meurt trop jeune, puis vraiment amoché parce que vraiment la dette est devenue exponentielle et de façon prématurée. Tandis que l'idée c'est peut-être de rouler sur un budget plus accessible, mais qui est un peu toujours renouvelable. Et c'est un peu ça l'idée, tu sais, d'avoir un job puis de dépenser un peu ce qu'on fait, puis d'en garder un peu de côté, de se faire une réserve. C'est un peu ça qui arrive quand on a un cervelet qui fonctionne bien, c'est-à-dire que là, notre cerveau il bénéficie tellement d'une bonne information de savoir que ce qui est possible est là, qu'on vient qu'à vouloir ce qui est possible et ça commence à être quelque chose de vraiment positif. Donc, le cervelet, c'est ça, il faut comprendre qu'à ce moment-là, c'est non seulement pour le mouvement, mais c'est pour ce qui va créer le mouvement, donc la motivation à bouger. Donc, c'est le préfrontal qui va parler avec les aires prémotrices, avec le cortex supplémentaire, et tout ça, ça va converger sur le cortex primaire moteur qui va dire « OK, maintenant que j'ai reçu toute l'information, je te laisse faire ça. » Là, je punch, ouais, ça va être dans les bloopers. Et là, je punch et je peux donner le go. Mais le go, on se rend compte qu'il est dépendant d'un paquet de facteurs qu'il faut bonifier. Puis quand les gens ne bougent pas comme ils voudraient bouger, oui, on peut analyser ça puis dire ça bouge pas comme ça devrait. Mais évidemment, je considère qu'il faut aller voir tout l'aspect neuro derrière pour dire il est où le fuck dans la patente
Ce qui fait que finalement, on appelle ça en neurofonctionnel un manque d'intégrité entre les systèmes. C'est comme si les systèmes ne s'intégraient pas comme il faut. Puis c'est exactement ça en fait. Et là, ben, avec les exos, ce qu'on fait, c'est qu'on boucle les boucles qui ne sont pas bien intégrées, puis on permet à ces processus-là de bien se faire. Et les résultats, parce que les connexions sont là, ils sont non seulement moteurs, mais ils sont, comme on dit, cognitifs puis émotionnels. Si c'est que parce que, par exemple, le préfrontal, il fait tout ça en fait. Tu lui dis, ok, maman, tu vas faire juste ta job, pourquoi tu as été prévu, et puis tu laisses le cervelet donner les go. Oui, exactement. Toutes les La lumières qui permission. s'allument en vert, et puis c'est bon. Ok. Bon, je pense que ça résume assez bien ce qu'on peut apprendre sur le cervelet maintenant, à la lumière des nouvelles données. On va sûrement en avoir d'autres dans les années à venir. Ouais, bah ils ont commencé à tomber dans un terrain de lapin, comme oh, le cervelet fait plus de choses que ce qu'on pensait, comme allons apprendre tout ce qu'il peut faire. Puis une des connexions dont je parlais justement avant qu'on se mette à enregistrer, mais c'est la connexion directe à deux sens entre le cervelet puis l'hypothalamus. Oui. Donc ça, c'est pas rien parce que, tu sais, souvent on veut diviser parce que c'est un peu ce qu'on a fait en médecine à un certain moment donné. On a dit le corps et l'esprit, c'est pas la même chose. C'était Descartes hein, à l'époque. Ouais, c'est Et ça nous a fourré solide cette notion-là parce qu'évidemment, on se rend compte aujourd'hui que c'était une erreur. Mais c'est une erreur qui a fait son chemin pendant des centaines d'années et qui, jusqu'à ce jour, influence quand même le fait qu'on dit ça c'est le corps physique, ça c'est l'esprit. Mais quand on regarde un peu la relation entre le cervelet et l'hypothalamus, on se rend compte que ben, le cervelet, qui est déjà pas que moteur, ben, entre autres, il va influencer l'hypothalamus et puis l'hypothalamus, elle, va influencer aussi le cervelet. Alors, ça a été étudié chez l'être humain, mais ben, évidemment chez les animaux en premier, puis chez l'être humain. Donc, l'idée, c'est de dire qu'après ça, ben, si on a un dérèglement qui est métabolique ou hormonal, je ne peux pas dire le pourcentage de tout ça qui appartient au système locomoteur ou au système postural, mais on ne peut pas dire qu'il ne fait pas partie de l'enjeu parce qu'on sait qu'il y a des connexions à ce niveau-là. Donc, quand on améliore après ça la qualité de vie de quelqu'un par une intervention qui, entre autres, bonifie le cervelet, il faut penser que c'est possible que cette personne nous dise « Ah, tu sais quoi, maintenant je dors mieux. Ah, tu sais quoi, maintenant mon cycle menstruel est un peu plus régulier. » Et comme je te dis, j'ai aucune idée du pourcentage de ça, mais on sait que la connexion elle existe. Donc, après ça, on peut penser qu'on aurait des effets un peu plus systémiques à travailler de façon structurelle puis neurologique, en fait. Et une des choses qui serait comme évident, c'est le problème de résistance à l'insuline, puisque l'hypothalamus, c'est un des systèmes qui est le plus touché par ça. Donc, si ça impacte directement avec le crosstalk, avec le cervelet, c'est comme... C'est des liens qui sont intéressants à faire. Une bonne raison. Oui, puis c'est une raison de plus en fait, parce que déjà au départ, on se dit si on peut même juste améliorer l'aspect moteur des gens, ils vont aller mieux, mais la littérature commence à vraiment abonder dans le sens que, ben finalement, si tu améliores l'aspect moteur, tu fais pas juste ça. Et pourquoi pas à ce moment-là essayer d'aller chercher une plus-value supplémentaire. Bientôt, nos médecins vont nous prescrire d'aller au sport. Ben, ils le font déjà. Ils ont le droit depuis peu de temps, hein, ça était dans les nouvelles, de prescrire l'activité physique. Maintenant, je pense qu'il faut que ça aille même un peu plus loin que ça parce que les gens qui veulent bouger puis qui sont tellement incommodés, qui ont de la difficulté, et c'est là où je pense que la posturologie peut faire partie d'un tout structuré, organisé, et que ça pourrait être une des solutions qui est offerte. Puis qui d'ailleurs ne remplace pas aucune des autres, hein, parce que c'est tellement spécifique que finalement ça ne vient pas remplacer quiconque qui est déjà en place. Au contraire, ça fait juste aider un peu tout le monde, de dire qu'on travaillerait sur une charpente qui est déjà un petit peu plus équilibrée. Donc probablement que tout ça, ça bouge mieux quand c'est équilibré. Puis ça aide après tous les autres intervenants. Et puis ça va plus vite quand je pars sur... Enfin, il y a plusieurs étapes, donc les 2-3 premières étapes sont correctes. Les suivantes vont aussi vite que ça. C'est ce qu'on voit en clinique souvent, ouais, c'est que ça facilite tous les processus. Donc, ouais, c'est un beau cadeau à se faire.